depuis 2019, on a récupéré plus d'argent des boîtes qu'on a vendues que ce qu'on a investi. Il y a plein d'investisseurs qui sont là et qui, pour gagner les deals, vont en faire des tonnes. Bon, nous, on n'en fait pas des tonnes, du coup, on va en perdre 2-3 par an. Voilà. Et en fait, c'est pas les premiers, que ce soit un Beryl dans le consumer ou un Penny Lane dans le B2B, qui passent par ces phases où tu as de la hype, t'en chies, tu te bats. En fait, tu sais quoi, on fait les comptes à la fin. Le truc qu'on a eu en Europe ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de capital qui est venu en mode « et on croit dans l'Europe ». Et le capital sans talent, ça sert à rien. Ok, du coup, dernier épisode pour moi de cette semaine, de ces 3 jours d'enregistrement de podcast. T'es le 12e, et après je reprends le train, je suis à Bordeaux, donc là je suis détendu, je suis content du travail accompli, donc on va passer une heure et demie ensemble, et je pense que ça va être un énorme kiff. Du coup, merci Jean d'être là. Avec plaisir, Comment tu sympa vas de me recevoir, Comment hyper tu vas bien. Impec. Ouais, mieux qu'il y a 15 jours, tu sais, quand il y a eu le break de décembre, j'ai senti un vide. Oh putain, c'était compliqué. J'ai eu du mal pendant ce break, alors qu'il n'y avait pas de sollicitation, il n'y avait pas d'email, c'était pas compliqué d'un point de vue professionnel. Mais j'ai senti cet énorme vide. Et là, le fait de m'être remis au boulot il y a une semaine, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est probablement une tare aussi, mais bon, c'est comme ça. Mais tu sais que je ressens un peu la même chose que toi là-dessus. C'est-à-dire que moi, les vacances de Noël, c'est un truc que je déteste. Déjà, même si j'ai une petite fille qui a 7 ans, et donc du coup, heureusement, je tolère Noël grâce à son bonheur pour cette période, mais sinon, c'est pas du tout une période que j'aime. Avant, j'aimais bien parce que c'était un break, parce que je prenais pas de vacances à la Toussaint ou quoi. Mais maintenant, en fait, depuis que je suis père, j'ai un truc, c'est que je suis hyper intense. Mais par contre, je prends des vacances tous les 1 mois et demi. Quand je dis des vacances, ça veut dire qu'une semaine, je pars de Bordeaux. Et pour moi, en fait, des vacances, ça veut juste dire pas de réveil, pas de visio. Sinon, je Génial. peux travailler ou quoi. Ok. Mais ma définition des vacances, c'est ça, c'est pas de réveil et pas de visio. Et du coup, ça me permet de faire des coupures tous les 1 mois et demi. Donc du coup, maintenant, j'ai même plus ce besoin en fait à Noël de dire il faut absolument que je fasse une énorme coupure ou quoi. Donc pareil, moi, c'est un peu un moment que j'aime pas, quoi. J'avais hâte de recommencer à travailler là, tu vois, par Le exemple. pas de visio, j'aime bien. C'est aussi ma définition des vacances. Ce que je fais tout le temps dans les emails, t'entends, j'ai un petit call à l'arraché et tout, mais le fait que le calendrier soit vide, Mm. ça fait plaisir. Moi, même parce que en fait, calendrier vide de rendez-vous, ouais, De c'est ça. rendez-vous, ouais, Parce c'est que ça. moi, en fait, en vrai, moi, quand je me lève le matin et que je regarde mon emploi du temps de la journée, parce que c'est la première chose que je fais, je regarde plus mon agenda que mes mails, tu vois, et que je vois que c'est une journée où il n'y a pas de visio. Mais tu sais, ça me provoque tu sais, une espèce de dopamine ou endorphine, je sais pas laquelle, mais en tout cas, un petit shoot de bonheur. Je suis, ah yes, ça va être une bonne journée, quoi. Je Quel suis kiff, quoi. d'accord. Enfin, bref, on a un peu divagué sur tout ça, mais du coup, ce que je vais te proposer, c'est la classique, comme tout le monde. Rapidement, est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui te situeraient pas encore trop dans le paysage? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Jean de Laroche-Brochard. Ça fait 10 ans presque que je travaille aux côtés de Xavier Niel, que j'ai rejoint en 2015 pour m'occuper de Kima Venture, un fonds avec lequel on investit dans une centaine de startups par an, des tickets de 100 à 150 000 euros. Et à côté de ça, on est aussi un deuxième fonds qui s'appelle New Wave, avec lequel on est associé avec Pia Diribarne. Et là, on met des tickets un peu plus gros, 1, 2, 3, 4 millions, toujours en amorçage, mais sur beaucoup moins de boîtes. On doit faire 7 à 9 deals par an maximum. Ok, donc même pas un par mois, quoi, grosso modo. Ouais. Même pas un par mois, ouais. Sur ce nouveau fonds, sur New Wave, alors quand je dis nouveau, ça fait quand même déjà au moins 3 ans. ouais, j'allais dire 2-3 ans, les 3 ans. Tu peux donner des noms. Vous avez investi chez qui, par exemple? On a investi dans une boîte comme Sweep, tu vois, dans Ok. la Climate Tech. On a investi dans Beryl, on était le premier chèque de Beryl. C'est vrai, mais tu sais que j'étais déçu là, que tu viennes pas avec ta casquette Biril, là. En fait, je l'ai oublié au bord de la mer chez des copains. Ah merde, Et ça, donc il tu faut t'en que j'y renvoies une. retourne. Ouais, Et en fait, comme ils sont assez avares de goodies chez Beryl, du coup, j'en avais qu'une. Bon, donc ouais. l'avantage, c'est que pendant ce temps-là, elle ne sera pas usée. Alors que mes casquettes, je les use beaucoup quand même. Et d'ailleurs, t'as des news de Biril, comment Moi, ils j'ai vont les là? news tout le temps, je suis au bord de Beryl. Donc, Et alors, comment ça va, Biril? Parce que on sent que ça se développe, mais je sais pas, moi, j'en entends un petit peu moins parler qu'avant. Donc, oui. peut-être des fois, c'est pas de nouvelles bonnes nouvelles, hein, tu vois. Non, mais c'est le cycle universel de toutes les startups. Tu as Ouais. cette espèce De hype. de hype curve qui démarre, où à la fois tu as tous les gens hyper excités qui disent Ouah, c'est dingue, et tous les sceptiques trashers qui disent non, mais ça va pas durer. Ensuite, tu as toujours ce moment où, je sais pas, tu vas te structurer, tu vas faire cette difficulté, enfin, tu es une boîte, quoi, t'en chies. Là, tu as tous les mecs qui avaient trashé, qui t'avaient dit t'as vu, j'avais raison. Et tous ceux qui croyaient, qui disaient c'était peut-être un peu trop beau pour être vrai. Et c'est à ce moment-là qu'on n'entend pas, et c'est là que le vrai travail se fait, quoi. Et si tu regardes un peu l'histoire de Beryl,
Bah, en fait, ils sont passés très vite de 0 à plus de 20 millions d'utilisateurs actifs par C'est jour. ouf quand même, hein, 20 millions d'utilisateurs. Faut que les gens ils se rendent compte quand même, c'est incroyable quoi. Biril, hein, ça que je sais pas si je le dis bien, mais c'est Biréal. Hein, vous savez, c'est ce nouveau réseau Exactement. social. Quoi. Moi, peut-être que du coup, vous l'avez peut-être plus en tête en disant ça. Quoi. Et en fait, aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus que 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Ok, putain, c'est Donc, il ouf. n'y a pas de. Biril n'a pas disparu ou Biril n'est pas en baisse. En France, c'est même en croissance. Ça marche très bien, tu vois. Ouais, Mais la difficulté quand tu as une boîte avec ce type de croissance, c'est qu'il faut que tu recrutes tes équipes. Il faut que tu développes tes nouvelles features. C'est pas magique, tu vois. ouais. C'est pas je sors un truc, ah bah tout d'un coup ça va marcher, ou tout d'un coup je vais récupérer 10 millions d'utilisateurs de plus. C'est un putain de travail dans le dur, dans la mine. Et je pensais à une autre boîte récemment, tu vois, pour qui ça se passe très bien et qui n'a rien à voir, qui est Penny Lane. Tu vois, Penny Lane, c'est une boîte c'est un logiciel comptable. Ils avaient une boîte d'expertise comptable qu'ils ont cédé. Ensuite, ils ont commencé à bosser sur le produit. C'est long de bosser sur un produit comptable. Ensuite, il a fallu trouver le moyen de bien le distribuer, etc. Genre, traverser du désert pour des entrepreneurs chevronnés, donc Arthur et son équipe. Aujourd'hui, ça marche super bien. Et en fait, c'est pas les premiers, que ce soit un Beryl dans le consumer ou un Penny Lane dans le B2B, qui passent par ces phases où tu as de la hype, t'en chies, tu te Ouais. bats. En fait, tu sais quoi, on fait les comptes à la fin. Penny Lane qui fait partie aussi du portefeuille. Ouais. Ouais, belle boîte aussi. Hein. Mm. Et moi, je pense aussi à une, là, j'ai plus le nom en tête, mais c'est la nouvelle boîte de l'équipe de Zenly. Je crois que Bien tu sûr. es aussi dedans, là. Amo. Amo. Exactement. Ok, putain. Bah là, pareil, on fera les comptes à la fin. Tu vois, tout ce que je peux dire, c'est que nous, ce qu'on regarde dans les boîtes, c'est pas si elles réussissent ou pas, c'est est-ce qu'elles progressent suffisamment vite dans la bonne direction avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, si tu regardes, il y a vraiment 3 éléments déterminants dans une boîte pour en faire un succès. La première, c'est le rythme. En fait, il faut créer une inertie, tu vois, rapide dans la boîte, Ouais. parce que le rythme, bah, ce qui te permet de courir derrière ce mur de cash, tu vois, c'est important. La deuxième truc, c'est l'adaptabilité. Parce qu'en fait, tu arrives avec des idées préconçues ou tu arrives avec des hypothèses. Il faut les confronter, il faut avancer, il faut pivoter, il faut changer de trajectoire. Donc, ta capacité à t'adapter, elle est critique. Et t'adapter comme il faut, hein, tu vois, avec de la clairvoyance. Et le troisième truc, bah, sans quoi on ne fait pas une boîte, il faut des gens, il faut s'entourer des bonnes personnes. Et les bonnes Ouais. personnes dont on s'entoure, c'est les gens dans l'équipe, c'est les gens à l'extérieur de la boîte. Et donc, ce triptyque rythme, adaptabilité, people, bah, c'est ce qu'on regarde. Et nous, toutes nos boîtes, la mesure, c'est pas est-ce qu'elles réussissent, c'est est-ce que ces 3 éléments sont bien alignés, quoi. Et tu vois une boîte comme Amo qui est très jeune dans le consumer, on fera les comptes dans 10 ans, mais je peux dire que ça va très vite, ça bouge très vite, ça s'adapte très vite. On sent, parce qu'en fait, Et c'est ça qu'on peut peut-être expliquer. Alors, moi, j'avoue que, bien sûr, franchement, j'aimerais bien que ce soit toi qui l'expliques avec tes mots, parce que je pense que tu as été beaucoup plus hands-on avec eux là-dessus. Parce qu'on peut le dire, la levée de fonds, elle est stratosphérique. C'est. 15 millions. Ah, ok, alors je dis peut-être une connerie. Ok. Mais c'était la Valo, du coup, qui était quand même assez élevée. Oui, ça, je ne la disclose pas, mais forcément, quand tu lèves 15 millions du premier coup, Ouais. la valo est un peu élevée. Mais en même temps, c'est ça, c'est que parce que les gens peut-être du coup savent pas, mais bon, ça vous misez déjà sur une idée, sur un produit, mais vous misez aussi comme sur une équipe Une qui équipe qui a avait quand 10 même ans créé Zenly d'expérience. et qui Ouais. avait de mémoire revendu à Snapchat 300 millions Exactement, de 300 dollars. millions de dollars. Ouais, Ouais. voilà. Donc un petit track record assez sympa qui inspire un petit degré de confiance. 10 ans d'expérience dans le consumer, si tu t'es pas inventé des choses, si tu n'as pas fait des films, normalement, et que tu arrives à remettre ça au travail, a priori, tu iras plus vite et plus loin que quelqu'un qui commence from scratch. Le consumer, c'est vraiment une learning curve qui prend du temps, quoi. Et c'est moi où ils sont en train de refaire la même feature que sur Zenly, là, que j'ai reçu là récemment. Parce qu'en fait, c'est ça, aujourd'hui, ils testent l'appli avec plusieurs applis. Et notamment, il y a une appli en fait, qui reprend des features de Zenly sur la géolocalisation. Non. Ouais, J'avoue que j'ai pas encore trop regardé. Limite, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'en parlerai avec Jean quand il sera dans le podcast parce qu'il vient dans 2 jours. Mais bah, ils ont créé 3 applications. ID, qui est un espèce de mur blanc sur lequel tu dessines, tu mets des photos, tes proches et tout. Et c'est des photos qui se détournent d'un coup, enfin, c'est hyper sympa, hyper bon, ludique. c'est un lieu d'identité, quoi, hein, Ouais. tout simplement. Euh, Ensuite, il y a Capture, qui est cette application de photos. Et puis, il y a Location, qui est cette application de géolocalisation. Ce que ces apps ont en commun, c'est qu'elles ont un centre de notification commun. Si tu regardes, en fait, ton friend graph, c'est le même dans les 3 applications. Quand tu reçois une notification, quelle que soit l'app, tu les vois dans les 3. Et donc, en fait, l'objectif,
si tu regardes un peu ce que sont devenus Facebook, Instagram, TikTok, etc., c'est soit devenu des apps d'entertainment, soit des apps de commerce, mais toute la partie friend graph, tu vois, avec tes amis proches, à part BeReal, ça a disparu, ça n'existe plus. Alors que c'était la proposition de valeur presque number one de Facebook à la base. C'était la base. Ouais. Ouais. Mais Facebook est devenu c'est une plateforme de théorie du complot, tu vois. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Donc le but, c'est de recréer ce graphe. Créer ce graphe, ça veut dire que tu ne peux pas mettre dans la main des gens, en fait, une application à la Frankenstein, tu vois. Instagram, c'est bourré de features. C'est un peu Frankenstein-esque, tu vois. Ouais. Facebook aussi. Et Snap, au début, tu as quelques filtres. Et puis, à un moment donné, c'est vite le bordel. Donc, comment est-ce que tu crées des expériences qui sont beaucoup plus simples, streamlinées, qui se concentrent sur une core feature, mais sans avoir besoin de réinventer la roue à chaque fois. Et donc, c'est sympa d'avoir aujourd'hui ces 3 applications avec un centre de notification commun. Et maintenant, tout le truc, c'est que, en gros, ils ont une recette qui, sur le papier, est hyper intéressante. Il va falloir qu'ils la refassent plusieurs fois, qu'ils changent des éléments. Et puis, tu le verras sur Capture, tu le verras sur Location, tu le vois sur ID. En fait, il y a beaucoup de choses qui changent très vite aujourd'hui. Cette fameuse adaptabilité dont on parle. Ouais. Et à un moment donné, il va se passer un truc magique où je pense que le product market fit, la croissance et tout vont commencer à se cristalliser. Et le but, c'est à la fin, c'est en faire une seule et même appli qui s'appellera Amo, non? C'est pas ça l'idée? Non, c'est de garder justement ces applications séparées. Ok. Il faut garder quelque chose de simple parce que tu veux pas tomber dans le piège de justement de se taper un peu, de cet aspect un peu Frankenstein où tu as tout dans la même app, quoi, tu vois. Ok. Et ça, vous avez investi du coup via via Kima Via Kima et New Wave. Ok, les Les deux. deux, ouais. Ouais, comme ça, au moins, pas de jaloux. Exactement. C'est sympa. Donc, excuse-moi, en fait, du coup, je t'ai complètement coupé pendant que tu étais en train de te présenter. Ah oui. En fait, on est parti sur ce nouveau fonds. Je te demandais sur quoi tu avais investi, puis on a divagué. Non, mais j'avais fait le tour. Hein. Ouais. Kima depuis 2015, New Wave depuis 2020. On fait ça avec beaucoup d'excitation. Moi, j'ai financé au total, enfin moi avec l'équipe, on a financé, je sais pas, plus de 1000 entrepreneurs. Ça, c'est 2 par semaine, hein, Kima. Ouais. Ouais. Et en fait, je suis toujours excité aujourd'hui que je l'étais il y a 5 ans et il y a 10 ans, quoi. C'est Et- toujours le job de tes rêves. Ouais, c'est toujours le job de mes rêves. Donc, pourquoi changer, quoi? C'est ça que je crois que tout le monde te la pose à chaque fois. La question, c'est, mais du coup, pourquoi à un moment donné, tu te casses pas et tu montes ta propre boîte et tu deviens toi-même entrepreneur? Mais en fait, toi, tu te dis, bah, pourquoi je quitterais le job de mes rêves, quoi? Il y a 2 raisons. Il y a les gens qui disent d'abord what's next. Ouais. Donc en fait, juste je vous le dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, donc il n'y a pas de what's next. Ouais. What's next, il est là en fait. Ça sert à rien de regarder à côté. Et 2, pourquoi est-ce que je ne deviens pas entrepreneur? Entrepreneur, c'est un peu une mono-obsession. Ou alors des suites de mono-obsession. Après, il y a des gens qui sont drivés par d'autres choses et tout, qui deviennent de super entrepreneurs. Moi, mon obsession, c'est les gens. Je pense que le métier ce que je fais, c'est une excuse pour moi aussi de rencontrer des gens, parce qu'en tant que bonne introvertie de nature, en fait, j'ai du mal à sortir, j'ai du mal à rencontrer des gens. Et donc, c'est génial parce que je suis dans un métier dans lequel je suis sollicité. Donc, au lieu de devenir un ermite chez moi, complètement, tu vois, je sais pas, agoraphobe, qui commence à développer des tocs, bon, bah, grâce à ce métier, en fait, je rencontre des gens. Et parmi ces gens, il y a ceux qu'on finance et dont on n'entend pas trop parler après et qui font leur vie et de temps en temps nous appellent quand ils ont besoin d'un coup de main. Et puis, il y a ceux avec qui on développe une connexion particulière et qui deviennent des proches et des amis et avec qui on adore échanger. Et donc, notamment, c'est ce qui s'est passé avec la Team Zenly, Exactement. que tu reçus, du coup, on le disait juste avant, sur leur nouvelle aventure qui s'appelle Amo. Et Ouais. donc, du coup, qu'on suivra évidemment. Toi, du coup, ça fait 10 ans que vous faites ça chez Kima. Vous êtes combien d'ailleurs dans l'équipe? Je Oui. crois qu'en fait, on a tous l'image d'une big équipe, mais je crois que vous êtes moins de 10, hein, c'est ça? On est même moins que 5, on est 3 plus un stagiaire en Ok, putain, permanence. c'est ouf. Et en fait, du coup, à 4, vous recevez combien de dossiers? Enfin, vous étudiez combien de dossiers par semaine? En fait, on voit passer comme ça devant nos yeux entre 200 et 250 deals par semaine. Et après, tu en as 80% qui sortent tout de suite du giron parce que soit ils sont pas dans le scope, soit ils sont trop gros, soit immédiatement, en fait, Enfin, vous avez sûrement une liste de red flags. Dès que vous le voyez, bim, ça sort. ça devient automatique. Ouais. Et après, tu vois, si chacun fait ses 10 calls par semaine, t'en as vu 30. Hein. Ouais, comme un 30, agent 40. immobilier qui rentre dans un appart et qui sait en 2 secondes s'il y a potentiel ou pas potentiel, quoi. Ouais, après, on va faire des conneries. Hein. Sûrement. Mais bon, il vaut mieux. Moi, je suis plutôt pour aller vite, être efficace,
quitte à à saloper un peu le sol, quoi, tu vois, plutôt que se dire à chaque fois, putain, qu'est-ce que je vais rater un truc et y passer des heures. Ouais, ok, t'as pas le FOMO quoi, du truc, quoi. Non, et puis moi je suis bordélique de nature, je suis efficace de nature, je déteste perdre mon temps et parfois je vais trop vite, je le sais, et donc je vais faire des choses un peu brouillon, mais je préfère comme ça en fait. Ouais. Et du coup, si vous mettez entre 100 et 150 cas par deal, que Mhm. vous en faites en quoi, entre un et 2 par semaine, alors je suis hyper nul en maths, donc tu vas me dire, ça fait combien d'investis par an, grosso modo? Une quinzaine de millions d'euros. Grosso modo 15 millions Ouais, d'euros, ça depuis 10 ans, ouais, donc entre 100, presque 150 millions peut-être investis en 10 ans. exactement. Et vous attendez un retour sur investissement là-dessus? Comment vous le calculez en fait? Vous calculez, c'est quoi le calcul? C'est que vous calculez la valeur d'un portefeuille à date? Comment ça se passe? Dès qu'une boîte lève de l'argent, du coup, son prix par action change. Ouais, Ce prix par action, on le met à jour dans notre comptabilité avec le nombre d'actions totales qu'on a et le nombre d'actions totales de la boîte. Ça nous fait un petit calcul où on a une valorisation sur le papier à date du portefeuille. Nous, en fait, on est une loi de Monte-Carlo. Donc, tu fais 100 deals. Si tu es suffisamment visible dans l'écosystème et que tu n'as pas une réputation de merde, tu arrives dans les 100 deals à faire les bons deals parce que tu es visible. ouais, Et donc, tu deviens un index qualifié du marché. Donc, si l'index, tu vois, c'est la base, en fait, tu es au-dessus tu es un index supérieur parce que tu es présent, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison qu'on fasse moins de 2 fois la mise. Genre, c'est quasi impossible. Et sur des vintage, des années sur lesquelles on va faire une boîte comme Sorar, Payfit ou Deal, tu vois, à un bon prix, et bah, c'est des vintage sur lesquels on va pouvoir faire 3, 5, 10 fois la mise sur le vintage en question. Et donc aujourd'hui, un Kima sur lequel il y a eu 150 000 euros investis, sur le papier, ça vaut pas loin de 600 millions. Et après, depuis 2019, on a récupéré plus d'argent des boîtes qu'on a vendues que ce qu'on a investi. ok. Donc ce qu'on disait, c'est que là, donc 150 millions investis depuis Day One, grosso Mhm. modo. Et là, la valeur, tu disais, c'est 600? Ouais, un peu plus. 600 millions du Un peu portefeuille. plus. Ça doit être. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ça approche les 700, mais. Et en plus, ce que tu disais, c'est que depuis 2019, en plus, vous avez récupéré en trésorerie, du coup, plus de thunes que vous n'avez du coup Oui, réinvesti, quoi. exactement. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous faites bien votre taf, quoi. Bah, ça veut dire que maintenant, ça tourne. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en 2015, en 2016, Xavier m'a envoyé un email en me disant à quel moment est-ce que Kima n'a plus besoin d'être financé par l'extérieur, à quel moment j'ai plus besoin de faire de virement, tu Ouais, vois. vous avez besoin de renflouer à chaque fois, en fait. Et je lui avais fait une simulation en lui disant, d'après mes calculs, c'est 2020-2021. Je crois. Je l'ai le fichier. Et en Ce serait fait, marrant que tu le fasses une capte écran du mail et quand t'en fasses je un l'ai, je vais le article. trouver, les mails, je l'ai. En Et vrai, en fait, c'était 2019. Et il y a plein de choses qui jouent, tu vois. L'année dernière, on a revendu Doctrine. Bah, Doctrine, forcément, c'est une belle exit. On avait mis un gros ticket de manière un peu exceptionnelle. Donc, on a récupéré beaucoup d'argent. Il y a une boîte comme TransferWise dans laquelle on est sorti aussi, tu vois. C'était un gros ticket. À l'époque, en 2020, il y a eu des gros tours, tu vois, comme Payfit, sur lesquels on a eu la chance de faire un peu de secondaire. Donc, tu vois, 10 millions par-ci, 10 millions par-là, c'est sûr que. Quand tu dis secondaire, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si c'était donc une série D. À un moment donné, ils font un peu le ménage dans la table de capitalisation et ils font Oui, sortir certains petits actionnaires et vous avez outé une partie? ouais, Ok, exactement. c'est ça. Et c'est con, hein, mais à coup de 10 par-ci par-là, forcément, ça met du beurre dans les épinards, quoi. Ouais, ok, du bon beurre dans les épinards. Ok, bah écoute, au moins comme ça, comme ça, au moins ça c'est clair. Et toi, aujourd'hui, comment tu occupes ton temps entre Kima, parce que vous êtes que 3, tu Mm. vois, même moi de mémoire, vous étiez 5, 6 ou 7, quoi, que 3 pour faire la même chose qu'avant, et en plus ce nouveau fonds qui doit quand même aussi être, c'est quand même gourmand en temps, quoi. Ouais, alors il y a plusieurs choses. D'abord, ce nouveau fonds, c'est la continuité de quelque chose qu'on faisait déjà avec Ok, Xavier, parce qu'en 2015, quand j'avais rejoint Kima, je lui avais déjà proposé de mettre des plus gros tickets dans quelques deals parfois. Et il m'a dit, écoute, faisons-le. Et on l'a fait dans des boîtes comme Payfit, Dice, IBAN First, Nabla, Open Classroom, Zenly et d'autres. Et donc, et après, on s'est rendu compte avec le marché qui a commencé à maturer 2018, 2019, 2020, qu'il était de plus en plus compliqué en fait de faire ces gros chèques de manière un peu dilettante, comme ça, de manière opportuniste. Donc, il fallait un peu se structurer. Pia et moi, ça faisait depuis longtemps, depuis 2015 qu'on se connaissait. En 2018, on avait déjà discuté. Et en 2020, quand elle s'est lancée, elle m'a dit bah, ça y est, je me lance. En gros, si tu veux qu'on le fasse ensemble, c'est maintenant. Et donc, New Wave est arrivé comme la continuité de quelque chose qu'on faisait déjà. Et en plus, on était souvent sollicité par des copains de Xavier qui voulaient investir à nos côtés, mais qui ne pouvaient pas parce que le capital de Kima n'était pas ouvert. Donc, New Wave, c'était l'opportunité de faire quelque chose de structuré,
avec des pratiques professionnalisées, parce que donc Pia, elle est issue de McKinsey, Axel, Ginette, HEC, donc c'est l'inverse de moi d'un point de vue académique. Le profil parfait, le profil royal. Moi, je suis je suis la nonchalance là où elle est la diligence, et j'ai le côté hyper freestyle là où elle a le côté hyper structuré. Donc, et tu peux pas faire un fond si t'es pas structuré. En fait, ça marche pas. Et tu vois, moi, je vois le professionnalisme qu'elle apporte dans nos process et dans la manière dont on fait le métier. Donc, parfois même, tu vois, tu vas faire un chèque de 2 millions. Avec Xavier, il nous est arrivé de faire des chèques de 1 ou 2 millions de manière un peu freestyle et tout. Pia jamais me laisserait faire ça sans me dire, est-ce que tu as fait tes ref checks sur le mec qu'on back ou la nana qu'on back, tu vois, genre impossible. Donc, New Wave continuité de ça. Le temps que ça me prend en plus par rapport à auparavant, le deal flow c'est le même. Je vois plein de deal flow. T'entends c'est du deal pour Kima, t'entends c'est des deals pour New Wave. Et si c'est pour New Wave, Kima met un ticket systématiquement, donc c'est facile. Le temps que ça peut prendre, c'est tu as des boîtes de portefeuille qui vont demander de l'attention. Et donc, je pense que sur New Wave, on est un peu plus intentionnel. Plus régulièrement, on se pose la question de est-ce que les boîtes ont besoin d'un coup de main particulier parce qu'on a eu beaucoup d'argent et donc on a du skin in the game. Alors qu'avec Kima, notre promesse aux entrepreneurs, c'est d'être hyper sympa, hyper rapide et instrumental quand ils en ont besoin, c'est-à-dire quand ils nous appellent. Moi, j'appelle pas un entrepreneur. Comme une caisse à outils que si tu m'ouvres pas, tu pourras pas m'utiliser, quoi. Oui, et puis si tu m'ouvres ou si tu m'appelles, mon job, c'est pas de faire 2 heures de brainstorm, c'est pas de venir à ton board, et c'est pas en fait d'occuper l'espace et le temps pour avoir de l'importance à tes yeux. Pose-moi ta question et je te répondrai du mieux que je peux. Putain, moi, mon job, soit de te connecter à la bonne personne, soit de te donner la réponse, soit de te donner le benchmark de tout ce qu'on a vu sur les 1200 boîtes qu'on a. Ouais. C'est pas de te raconter des histoires. Il y a plein d'investisseurs qui sont là et qui, pour gagner les deals, vont en faire des tonnes. Bon, bah, nous, on n'en fait pas des tonnes. Du coup, on va en perdre 2-3 par an. Voilà. Mais on n'en fait pas des tonnes aussi parce qu'en fait, on est no bullshit. On n'est pas là pour raconter des histoires. On sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on sait pas. Et en fait, on est ultra efficace. Et là, tu vois, j'ai eu ce message hier. Alors, on va voir si ça... J'espère que je ne trahis pas de secret. On ne coupera pas dans tous les cas. À voir. On a essayé de négocier son petit bout de gras. Bon, ça va. Pour la fluidité, la flexibilité que vous avez pour les entrepreneurs, c'est juste incroyable. On a tellement de choses à gérer. Donc là, il est dehors, donc on n'entend pas, mais en gros, il te dit, j'ai 1000 choses à gérer. J'ai plein d'investisseurs et tout. C'est un kiff de bosser avec vous. Vous êtes hyper sympa, hyper efficace, flexible, compréhensif. Il n'y a pas de froufrou. Enfin, juste, ça déroule, quoi. Et des messages comme ça, on a tout le temps. Et c'est soit parce que le process s'est bien passé, soit parce qu'ils avaient une question et que précisément, on y a répondu. Ouais. Et c'est ça notre job. Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr. Et aujourd'hui, tu reçois combien de sollicitations, grosso modo, comme ça, par jour, par semaine? C'est vraiment tous les jours ou il peut ne pas y en avoir de temps en temps? Si je devais remplir mon calendrier des calls que je prends pendant la journée pour répondre à des sollicitations, je ne pourrais pas. J'ai mon calendrier avec mes rendez-vous, tout ce qui est fixé. Et donc, comment tu fais du coup pour les aider, pour leur répondre? C'est quoi? C'est du WhatsApp? C'est du. Je sais pas, j'ai 10-15 calls ou messages par semaine qui sont inopinés, sur lesquels je saute. Et en 10-15 minutes, on fait le tour de la question. Ouais. Ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que tu reçois, par exemple, tu reçois la question et tu peux dire, vas-y, voici mon calendrier, tu prends un slot d'1 quart d'heure et puis et on se catch. Ça, tu peux le faire ou tu le fais pas? Je ferai. Alors, soit ça mérite qu'on prenne un slot et donc du coup, je mets mon calendrier et on book 20 minutes lundi ou mardi après-midi. Mais sinon, juste je prends mon téléphone, j'appelle. Ouais, ok, tu prends ton tel et tu l'appelles direct et comme ça, moi, c'est réglé, quoi. Ouais. Mais par contre, ça va être 1 minute, 2 minutes, pas plus, quoi. Ça va être le temps nécessaire Ouais. pour apporter une bonne réponse sans chichi, qui soit juste, circonstanciée et complète. Franchement, il n'y a pas à chier, quoi. Et puis, c'est tout, c'est ma touche. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'efficacité. Ça peut avoir un côté un peu machinal et tout, mais c'est aussi parce que j'ai cette efficacité que ça me permet de prendre le temps quand c'est nécessaire avec d'autres, quoi.
Ouais, bah, de toute façon, ça, je pense qu'on en reparlera après. Parce que moi, c'est vrai que c'est étrange. Moi, je t'ai connu à l'époque beaucoup pour tes articles sur Mm. la partie organisation, productivité. Fait partie de ceux qui avaient acheté ton bouquin, Human Ah, Machine, sympa. à l'époque. Quand vraiment, moi, c'était vraiment 2018. Je commençais vraiment à m'intéresser à tout ça. Je m'étais acheté, tu vois, la 25e heure et ton bouquin, tu sais, Mm. je crois, dans le même mois. Et je m'étais dit, OK, maintenant, ça va devenir mon obsession. Et en fait, c'est toujours mon obsession depuis 6 ans et j'essaie de m'améliorer comme ça toutes les semaines. Donc, je pense qu'après, on en parlera, c'est un peu de l'organisation. Mais là, si on reste un peu sur les startups, et après, on pourra faire aussi un point sur tes pompes qui sont incroyables. Je les adore, celles-là. Je les aurais bien achetées en double, mais comme c'était déjà un gros cadeau pour moi-même, j'ai pas osé. C'est des Gucci. Bref, Ah, pas mal, putain. putain, On dirait les pompes dans Retour vers le futur un peu, non? franchement, je les adore. Ça fait partie de mes pompes préférées. Et que t'assumes, et franchement, Psartec Ouais. pour ça. Donc, bref, tu vois, j'étais complètement Ah, aveuglé par tes pompes, ça m'a complètement arrêté dans mon propos. Mais par rapport, donc toi qui est alors dans ce game-là depuis 15 ans, mais on va dire chez Kima depuis une dizaine d'années, ouais. donc tu as vu passer beaucoup de startups, donc tu es vraiment le nez dedans, tu fais partie, on va dire, de ce top 1% qui a une vraie expertise sur tout ça, parce que c'est votre métier à plein temps depuis de nombreuses années, Mm. tu vois passer énormément d'entrepreneurs. C'est quoi un peu ta vision, déjà on va dire un peu macro, sur ce qui est en train de se passer en ce moment? Parce que c'est vrai que tout le monde parle, c'est la crise, il n'y a plus de liquidité, on fait ci, on fait ça. Bon, ouais, je pense qu'on peut lire un peu tout et n'importe quoi. Toi, c'est quoi un peu, déjà ton avis un peu macro sur tout ça avant de rentrer un peu dans le détail? Euh, toute abondance de ressources, en fait, créer de l'excès. Et tu vois, c'est des principes bêtes. C'est comme l'obésité, d'un point de vue basique, hein, pas hormonal, mais tu vois, c'est comme l'obésité, c'est comme tout. Si tu abuses des bonnes choses, bon, bah, tu crées des excès et puis ça a des aspects, et puis ça devient morbide, quoi. Bon, bah là, il y a eu trop d'argent levé, trop cher, trop vite. Bon, bah, à un moment donné, il faut que ça nettoie, hein. C'est mais bête et méchant, quoi. C'est aussi, on est juste sur une fin de cycle et un nouveau cycle qui va se recréer derrière? Ouais, et après, sur ce cycle, tu vois, on a quand même un sujet qui est important par rapport aux États-Unis. Je discutais de ça avec deux personnes ce matin. Aux États-Unis, si tu regardes le venture capital, ça existe depuis 50 ans. Les startups, ça existe depuis 50 ans. La Silicon Valley, c'est pas tout jeune. Et en fait, il y a. Et en plus, le fait que ce soit hyper concentré, ça a attiré énormément de talents. Donc, on a des espaces concentrés sur lesquels il y a énormément de talents très concentrés. Le truc qu'on a eu en Europe ces dernières années, c'est qu'on a beaucoup de capital qui est venu en mode « on croit dans l'Europe », mais le capital sans talent, ça sert à rien. En fait, on n'a pas assez de talent. On a eu trop de capital pour pas assez de talent. Et donc, il y a un vrai sujet de faire venir plus de talents, de les incentiver, de les attirer, quoi. Parce que sinon, ils sont tous planqués à New York et dans la Silicon Valley, et pas chez toi, ni à Paris, vite fait à Londres et nulle part ailleurs. Donc en fait, toi, ce que tu penses, c'est que par rapport en fait aux boîtes françaises qui aujourd'hui en fait ont été valorisées peut-être trop haut, ont levé trop d'argent et en fait du coup n'ont pas pu bien utiliser ce fric parce que ils n'ont pas pu recruter les bonnes personnes en fait et donc bien exécuter. Alors, oui, tu as clairement une difficulté à recruter les bonnes personnes, c'est clair. Nous, on l'a vu dans énormément de boîtes. Donc, c'est un premier facteur. Et l'autre facteur, c'est que comme tu es dans un environnement qui est naissant, parce qu'aujourd'hui, si tu as 10 boîtes à 10 milliards qui vont se créer, 60 à 70% vont se créer aux États-Unis, entre New York et San Francisco. Donc, ça veut dire que tu en as 3 qui vont se créer quelque part entre Stockholm, Paris, Londres, Berlin, je sais pas moi, Madrid et Milan, quoi. Enfin, donc, tu as un problème en plus du fait que tu n'as pas de talent, tu n'as pas la pression compétitive, pas assez, tu n'as pas les bons rôles modèles, tu es en recherche, quoi. Dans la vie, on fonctionne par référentiel. Aujourd'hui, ce matin, j'étais avec un mec, ça m'a fasciné. Son père, il avait une boîte, il faisait des palettes de bois. Tu vois, genre, tu reçois ton coca dans ton monop, tu reçois sur des palettes. Ouais. Son métier, c'était de faire des palettes de bois. Ça marchait très bien. Il a très bien vendu. Un mec pour qui ça marchait extrêmement bien. Le mec à qui il a vendu sa boîte de palettes, qui faisait lui-même des palettes, se servait pas loin de 100 millions de dividendes par an. Donc c'est que ça marche, tu vois. Bon. Ce mec-là, il relance un business là et vraiment il est attiré par quelque chose d'opérationnel, de terrain, de concret et tout. C'est lié à quoi? C'est lié au référentiel familial qu'il a, d'un père qui était dans le concret,
qui lui a dit McKinsey, on s'en fout, vos startups, c'est mignon, un jour, il faut faire une vraie boîte. Bon, et bah, pour toutes nos startups, il leur faut des rôle modèles. Pour en fait, faut des référentiels. Et en fait, on fonctionne par référentiel. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment de référentiels de très très bonne qualité, et ben en fait, on pensera que ça c'est bien, alors qu'en fait, c'est ça qui est bien. On te dira, je peux te dire, ça c'est un gros trou. Bah non, en fait, c'est ça un gros trou. Mais en fait, tu sais pas, t'as pas le référentiel. Donc, le sujet de référentiel est critique. Et en Europe, bah, le référentiel, il est un peu gain petit, quoi. Ok, donc en fait, ce que tu dis, c'est que grosso modo, on n'a pas assez de rôle modèle, notamment en France. Et donc, c'est-à-dire que c'est quoi en fait? C'est par rapport à tous les modèles qu'aujourd'hui on a. Donc, pendant un moment, ça a été très le modèle The Family qui était très mis en avant, qui était très médiatisé, qui créait beaucoup de contenu et qui, on va dire, était un peu suivi par beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lançaient. Donc, ça, c'était une forme de référentiel. Ouais. Et tu dis que, par exemple, là, actuellement, en fait, il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas assez et ils ne sont pas assez gros versus ce que tu peux trouver aux États-Unis. Ce que je peux te dire en tout cas, c'est que nous, on a vu pas mal de boîtes lever de l'argent ces derniers mois en France, que les entrepreneurs qu'on a vus sont souvent des opérateurs de bonne qualité, qui ont bien exécuté dans les boîtes dans lesquelles ils étaient, qui débarquent en disant ben moi j'étais la star dans telle ou telle scale-up française, du coup je vais donner un super tour de financement, je vais faire une super boîte. Et en fait, ils se rendent pas compte que en fait, c'est pas ça notre référentiel de star, tu vois. Et en fait, quand tu as l'habitude d'investir dans des entrepreneurs, je sais pas moi, justement, je reprends, tu vois, américains qui, eux, sont issus de vraies scale-up américaines, qui mettent énormément de rythme dans ce qu'ils font, qui ont énormément d'ambition, etc. Et qu'on voit ces gens-là débarquer, tu vois, un peu en mode ouais, moi j'ai beaucoup d'ambition. Ah, je suis désolé, mais en fait, tu le cries 10 fois moins fort que l'américain à côté que j'ai vu la veille. Donc, non, ton référentiel est pas bon, quoi. Donc, et ça prend du temps. Il faut d'abord que les gens, les francophones et les Européens à l'étranger reviennent en Europe pour monter des boîtes. Et il faut que ça prend du temps. C'est des cycles de 10 ans. Et en termes de référentiel, du coup, ce serait quoi un peu un début de solution si tu avais le pouvoir de pouvoir changer ça? Ce serait quoi? Ce serait que les plus grands entrepreneurs français, je sais pas, prennent plus la parole et deviennent plus des rôle modèles pour les autres, en fait, Surtout pour le pas. marché? Le job d'un bon entrepreneur francophone, c'est d'attirer un très bon entrepreneur américain ou anglophone, je ne sais pas où, pour qu'il vienne ici inspirer les autres, quoi. C'est utiliser sa petite aura pour aller chercher des gants avec une grosse aura. Si tu regardes un garçon comme Xavier Niel, le truc qui l'obsède, c'est ramener, tu vois, c'est ramener. On a fait un dîner l'été dernier avec Sam Altman. Sympa. Bon, ben voilà, Xavier dit, moi, je vais ramener Sam Altman. Ou je vais ramener Evan Spiegel de Snap. Ou je vais ramener Intel de Google. Ou Intel de Airbnb. Enfin, en fait, tu vois, il se dit pas, je suis le rôle modèle. Bien sûr qu'il est le rôle modèle, tu vois. C'est l'entrepreneur tech le plus iconique de sa génération. Mais là où il est très fort, c'est qu'ils disent, non, mais en fait, entre guillemets, vous avez rien vu encore. Je vous les ramène. Regardez, tu vois. Et donc, ouais, faut les attirer pour qu'ils deviennent des rôles modèles. Et puis surtout, il faut envoyer nos entrepreneurs, nos talents, à l'étranger. Nous, on n'envoie pas nos boîtes à YC parce qu'on pense que YC est un bon accélérateur, une bonne école, etc. On pense que c'est une machine à laver, à rehausser tous tes standards. C'est à ça que ça sert. À rien d'autre. Pendant 3 mois, je prends tous tes standards, je les mets à la poubelle, je les rehausse 10x, et ensuite je te dis, vas-y, monte une boîte. Et ça donne quoi quand tu mélanges un YC avec, par exemple, un Alex Boaziz de Deal? Ça donne une boîte qui vaut 20 milliards. Ouais, Ça donne un lui, il est lourd. putain de bulldozer. Et Alex, en 2017, il m'avait envoyé son premier deck sur sa première boîte. Il avait déjà cette énergie. Bon, sa première boîte n'avait pas beaucoup d'intérêt, mais je me rappellerai toujours Antoine Martin qui m'a dit, ce mec-là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais avec l'énergie qu'il déploie, c'est sûr un jour il va faire un truc. Et vous avez mis dans Deal, vous? On a mis un peu tard, mais on a mis. Ok. Parce que Deal, hein, c'est ça. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais je sais que je l'avais écouté pendant une demi-heure sur un podcast et en effet, le mec, il a une énergie, mais incroyable, quoi. C'est un truc de malade. Et c'est génial parce que quelqu'un avec cette énergie-là, bien entouré, qui en plus est brainwashé à la sauce américaine, tu vois, et bah, ça fait un truc explosif. Et je te dis pas que toutes les boîtes doivent ressembler à ça, et je pense que c'est important qu'on le dise.
D'abord, ce n'est pas la normalité. C'est important. Hein. Cette extrême ambition n'est pas la normalité. Ce n'est même pas conseillé, je pense, tu vois, d'un point de vue juste, genre, qui tu veux devenir en tant qu'individu. Je pense que ça, tu vois, il faut quelques heures de psy après pour pouvoir aligner les étoiles, quoi. Entre la taille de ce que tu as fait, la taille de ton melon et en fait, vraiment ta taille dans l'univers, quoi. Donc, il y a quand même du taf. Et surtout, c'est mission impossible. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal de réussir une boîte qui vaudra demain 10 ou 100 milliards. Ce qui est normal, c'est de vendre des palettes de bois. Ok, exact. Et du coup, toi, par exemple, là, sur tous les deals là, que vous avez fait, je ne sais pas si on prend par exemple sur l'année dernière, est-ce qu'il y a comme ça, il y en a un ou deux que tu voudrais citer qui t'ont pas mal marqué, sur lesquels tu dis, ouais, putain, ça c'est des deals, ils sont un peu en dessous des radars, mais nous, on est fiers de l'avoir fait et on pense que c'est des super entrepreneurs et ils vont faire des grandes choses. Le premier auquel je pense beaucoup depuis 6 mois, et je regrette qu'on n'ait pas mis plus d'argent, mais en fait, je suis arrivé un peu tard dans la bataille. Et en fait, comme l'entrepreneur, les entrepreneurs, les deux, la cofondatrice et le cofondateur étaient devant mes yeux avec leur boîte, je l'ai vu qu'un peu trop tard. C'est une boîte qui s'appelle Lago, avec Anto et Rafi. Et en fait, c'est vraiment mon highlight de l'année 2023. Qu'est-ce qu'ils font, Lago ? C'est extrêmement boring sur le papier. C'est metering et billing system en open source. Donc, tu as une solution que tu vends online. Il faut que tu aies un système de billing, quoi, de mesure de l'usage et de paiement et tout. Par quoi tu passes, tu peux passer par Lago. Et en fait, ça pourrait être Lago, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, ça pourrait être n'importe quel sujet. C'est une sorte de Stripe du billing, en fait, quoi. Oui. Ok. Oui. En open source. Parce que Stripe fait du billing. Ils ont un truc qui s'appelle Stripe Billing, mais c'est un Stripe open source. Un Stripe Billing open source. Mais Lago pourrait faire n'importe quoi d'autre. C'est surtout la qualité de l'équipe, la qualité de nos échanges, à la fois la force et la vulnérabilité dont ils font preuve. Ça fait partie des... Enfin, c'est pour ces entrepreneurs que je fais ce métier, quoi. Et si tu me dis 2023, c'est l'année de l'apocalypse, il me faut un Lago, il me faut une Anto et un Rafi pour me dire putain, j'ai gagné mon année. Ok. Ça me suffit. Et je t'en citerai pas d'autres, en fait. Je vais te citer ceux-là parce que, Ouais, bah écoute, parce que je suis content. on les embrasse et on ira suivre tout ça. Moi, il y a un article que tu as posté en ligne là, qui m'a vachement intéressé là, récemment. Et c'est où, je crois, tu écrivais sur en fait, ta semaine type. Et Comment sur, je en fait- travaille, ouais. Ouais, c'est ça. Je sais plus, ouais, j'étais en train de chercher le titre. C'est How I Work, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Sans te demander de réciter cette newsletter, moi je trouvais ça en fait intéressant de faire ce travail personnel, de dire voici à quoi ressemble ma semaine. Mais en fait, moi ce que j'aimais bien, et ce que moi en fait j'adapte vachement pour moi depuis maintenant plusieurs années, c'est de dire ok, en fait, moi toutes mes semaines, elles sont frameworkées de base. De la même manière, même si toutes les semaines vont être différentes, j'ai plein de règles comme ça, comme tu disais. Je pense que voilà, il y a des moments dans la semaine où tu peux mettre des meetings, tu as des moments dans la semaine où tu vas te lever un peu plus tôt, il y a des moments dans la semaine où tu vas faire du sport. Tu as essayé un peu de routiner tout ça, non? Oui, mais c'est pas, je me suis levé un matin en me disant je fais le choix de m'organiser. J'ai une défiance assez forte à l'autorité. Et en fait, je me suis retrouvé un peu surchargé par mon agenda. Et j'ai détesté. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des actions pour pouvoir être moins tributaire de mon agenda et des autres, et être en maîtrise de ce que je décidais de subir, de faire, d'avoir et tout. Et en fait, c'est quelque chose que j'organise et que je mets à jour régulièrement. Donc là, par exemple, en ce moment, donc moi, j'habite à Aix-en-Provence la moitié du temps. L'autre moitié du temps, je suis à Paris. Les gens me disent toujours pourquoi est-ce que tu viens à Paris le jeudi et le vendredi et pas le lundi, mardi. Et la raison est super simple. C'est que si je vais à Paris le lundi, mardi, je muse le lundi, mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, il faut que je bataille, tu vois, pour pouvoir faire ma semaine. Alors que si le lundi, mardi, frais du week-end, j'enquille les zooms de 20 minutes, lundi après-midi, mardi après-midi, je peux t'en faire 10 d'affilée, le lundi, 10 d'affilée le mardi. Je fais mes emails, mes to-do, etc. Mercredi, c'est les journées de Joker où en fait elle est un peu freestyle. Et jeudi, vendredi, quand je viens à Paris, je donne tout. C'est un peu mon dernier effort de la fin de semaine. Barreau d'honneur, quoi. Et en plus, quand je prends mon train le vendredi après-midi pour rentrer à la maison, j'ai 3 heures pendant lesquelles je peux traiter mon inbox, gérer les dernières urgences
et un peu descendre en pression de la fin de semaine. Et j'adore. Et donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, avant, je faisais rendez-vous d'une heure. Après, c'était d'une demi-heure. Maintenant, c'est des zooms de 20 minutes. Même les zooms de 20 minutes, je me dis que c'est vachement long. Moi, j'ai descendu à un quart d'heure, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et en fait, c'est ce qu'on sent, c'est que, en fait, ça fait plusieurs années que c'est devenu, en fait, un sujet pour toi. En fait, tu dis toujours que tu n'es pas structuré et que, du coup, c'est pour régler ce manque de structure que tu t'organises, en fait, grosso modo. Je suis bordélique. Bordélique. Donc, bordélique, c'est vraiment un sujet, quoi. Je pense que c'est pénible pour mes proches. C'est pénible pour moi-même. Il y a deux trucs sur lesquels je me fais mal à moi-même, c'est que je suis bordélique et dépensier. Et je me dis, putain, si j'avais pas assez de tard, mais ce serait vachement plus simple au quotidien, quoi. Et le nombre de fois où je me suis levé un matin en me disant, ouais, ce matin, c'est bon, genre, je mets de l'ordre. Mec, ça fait 40 ans, c'est mort. T'es foutu, quoi. Et donc, du coup, en fait, tu t'es créé un système en fait, qui t'oblige en fait, à rester le plus ordonné. 80% du temps. Ouais, à rester un peu ordonné. Mais ça m'empêchera pas d'avoir ces 5 putains de tickets de parking dans ma bagnole que je vais pas jeter pendant 6 mois. D'avoir cette casquette 1983 Roland Garros dans le coffre de ma voiture. À chaque fois, j'ouvre ce putain de coffre, je vois cette casquette. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'elle est encore là? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Enfin, c'est débile. Ah, mais ça, que du coup, moi, je me reconnais vachement là-dedans. Et en fait, je vois en fait très bien ce sujet de la casquette parce qu'en fait, moi, j'ai la même chose avec une casquette de golf féminine qu'on m'avait passée. Je l'ai essayé une fois. Je dis, ben non, en fait, elle me va pas. Tu vois, elle n'est pas faite pour moi. Je l'ai mis au fond du coffre et en effet, elle est restée là pendant des mois et des mois. Alors qu'en fait, mais après, j'avais une excuse. Elle était attachée à une languette. Donc en fait, il aurait fallu que je me baisse quand même, que j'enlève la languette. Enfin, tu vois, c'était pas aussi facile que de la prendre et de l'enlever. Oui, quoi, bien sûr, oui, c'est ça. et donc, en effet, comme moi, je suis comme ça, et ben en fait, je m'oblige en fait, tu sais, à me faire comme un second moi qui, du coup, c'est lui qui me donne des ordres. Et moi, ça me dérange pas si c'est quelque chose que moi, j'ai mis en place qui me donne des ordres comme respecter un planning, tu vois. Et, ou se réveiller à telle heure, ou faire telle tâche en premier le matin, tu vois, par exemple. Parce que sinon, de moi-même, je ne l'aurais pas fait, en fait. Ouais. Mais par exemple, à côté de ça, je vais faire 15 heures de sport par semaine. Et ça, il y a 6 mois, je ne le faisais pas. Et donc, de temps en temps, je m'en veux parce que je me dis qu'il faudrait que je trouve les triggers pour me motiver sur certaines choses que je ne fais pas alors qu'il y en a d'autres que je fais à fond. Bah, moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire que, bref, je fais aussi 15 heures de sport par semaine. Ah ouais. Et du coup, je me suis organisé pour pouvoir, en fait, avoir le temps de faire ces 15 heures. Et alors, tu fais quoi comme sport Moi, je fais du paddle. Très original, hein. Très original, c'est très bien. Ouais. Non, mais parce qu'en ce moment, c'est un peu le truc à la mode. Et c'est vrai que moi, depuis 3 ans, je suis à fond dedans. Et en fait, j'ai commencé à jouer une fois par semaine. Ouais. Et après, j'ai voulu jouer 2 fois par semaine. Et en fait, le truc avec le paddle, c'est que ça dure longtemps, en fait. C'est que c'est des matchs de 2 heures. Tu mets une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour y retourner. Tu te douches, faut bouffer, c'est le midi. Donc en fait, autant te dire, le paddle, c'est une pause de minimum 3 heures le midi. Costaud. Mais donc, du coup, j'ai dû m'adapter. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste, en fait, augmenté l'amplitude de ma journée pour avoir le temps de tout faire. C'est-à-dire, pour pas faire du sport au détriment du taf. Ouais. Et du coup, de pas faire du taf parce que je fais du sport au détriment de ce que je veux faire personnellement. Qui est, en fait, assumer d'être là le soir pour... d'être avec ma femme, ma fille, en fait, de profiter aussi de la vie, tu vois. Même si moi, ça me dérange pas après de rebosser le soir, tu vois. Moi, je suis très team 21h, 23h, j'adore, tu vois, c'est mon spot. Pendant des années, je m'en suis voulu en disant, putain, pourquoi je regarde pas des séries comme tout le monde et tout. Mais en fait, les séries, j'aime bien, mais je m'en fous un peu. Et en fait, j'ai juste envie de bosser à ce moment-là, tu vois. C'est mon petit sweet spot que j'aime bien. C'est ton choix. Et du coup, j'ai juste, en fait, je commence à bosser très tôt, à 6h. Okay. Et pourtant, tu vois, là, j'ai dû me mettre une vraie discipline. Ça, c'est les 2 trucs dont je suis fier de l'année dernière. C'est de me mettre une discipline de me lever tôt et de commencer à bosser tôt. Et pourtant, je déteste me lever tôt. Hein. Intéressant. J'ai ça et l'arrêt de la clope. Tu vois, c'est mes 2 trucs de l'année dernière. C'est bien l'arrêt de la clope. Bravo. Ouais, ça, cool. Putain. Et moi, ça faisait 18 ans que je fumais. Hein. C'était un paquet par jour, tu vois, le truc un peu énervé. Moi, j'ai commencé en 5e et ma mère m'a acheté des paquets. Je fumais un paquet par jour pendant plus de 10 ans aussi. Et là, tu vois, moi, j'ai arrêté là du jour au lendemain, sans truc. Alors, j'avoue que au début, j'ai pris un petit coaching, tu vois, avec un mec qui m'aidait et tout. Et en fait, rien que en vrai, il m'a pas vraiment aidé. Mais le fait d'avoir payé et d'être me dire, ok, tu vois, je m'engage avec moi-même. Et comme j'aime pas jeter de l'argent par la fenêtre, je dis, franchement, rien que pour ça, je refume pas, quoi. Donc, ça fait 3 mois, donc je suis pas encore sorti d'affaire. C'est un bon début. Mais ça va, tu vois, là maintenant, j'arrive à être au stade où j'y pense plus la journée. Okay. Mais tu vois, hier soir, j'ai bu des coups avec des potes. Dur. Et sur la fin, j'avais mon pote qui enchaînait les clopes. Et tu vois, plusieurs fois, je me disais, vas-y, je lui demande une taf. Tu vois, c'est-à-dire que
c'est encore dans ma tête. Et après, j'ai dit, j'arrive à me dire, bah non, en fait, si je fais ça, C'est mort. je vais tout gâcher pour une taf qui va en plus, qui va m'écœurer et tout. Je peux pas C'est faire ça, quoi. clair, c'est clair. Le fantasme de la clope. Ouais, c'est ouf, hein. Ouais, c'est ouf. Mais donc voilà, je sais pas, on a divagué un peu sur tout ça, mais voilà, en fait, pour la partie un peu horaire. Parce que toi, c'est vrai que c'est un gros, dans ta communication, dans les sujets qui t'intéressent, c'est vrai que t'as même écrit un bouquin là-dessus. Human Machine, ouais. Je me Moi, je rappelle- suis obsédé par l'efficacité parce que je me dis que l'efficacité, c'est s'offrir la liberté de faire ce qu'on veut le temps qui reste. Et donc, moi, je suis plutôt tout ou rien, quoi. C'est s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain. Exactement. C'était ça la tagline, ouais. Si tu veux, quand je me mets dans mes emails, je réponds plus à WhatsApp, je réponds plus à Telegram, je réponds plus au téléphone. Je suis dans mes emails, je suis dans le flow d'emails. Et après, tu vois, je me suis organisé un peu comme toi. Il y a certains calls que j'aurais pu faire à certains moments. Je vais les faire pendant que je suis sur mon vélo en train de pédaler à la Je maison. l'ai fait quand je vais au padel, moi, du coup, pendant cette demi-heure-là. Tu J'en vois. fais 2 d'un quart d'heure, tu vois. Donc, voilà. Après, bon, à Aix, au niveau du réseau, je préfère le faire à la maison que quand je suis dans la bagnole parce qu'une fois sur deux, ça capte pas bien. Ouais. Et c'est très désagréable pour ton Interlocuteur. Ouais. interlocuteur. Mais ouais, j'aime bien m'organiser de J'ai manière vu que très tu crées du efficace. contenu aussi maintenant dans ta bagnole. Tu fais des petites vidéos. Ah ouais, je me suis foutu sur Instagram il y a un petit mois et demi, je crois. Là, tu bosses avec Caro là-dessus, non? Avec Caroline En Mignot. fait, j'ai commencé à bosser avec Caro, mais Caro, elle est trop organisée pour moi. Elle est trop structurée. Elle m'a dit, viens au studio, on va te filmer pendant 2 ans, pendant 2 heures, on va extraire des vidéos, on va faire des bangers, tu vois. Et j'ai dit, ok, go. Effectivement, les vidéos qu'on a faites avec elle sont les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, Caro, killeuse sur le sujet. Ouais, c'est très, un très vrai forte. bonheur. Mais c'est pas moi. Moi, je suis quelqu'un de spontané. Donc, par exemple, tu vois, hier, mon frère et ma sœur et ma mère m'ont inscrit un truc qui s'appelle l'étape du Tour. Donc, c'est une étape du Tour de France. Ça dure des heures, il y a beaucoup de dénivelé souvent, il y a des milliers de personnes qui s'inscrivent. Et ils m'ont offert ça pour mes 40 ans l'été dernier. Et au moment où les inscriptions ont ouvertes, je me suis pas dit qu'il fallait que je me dépêche. Quelques jours après, je débarque. En fait, c'était foutu, c'était sold out. Et hier, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, je revais sur le site de l'étape du Tour et je me rends compte qu'on peut faire l'étape aux couleurs d'une association et notamment de mécénat chirurgie cardiaque, dont les couleurs sont le rouge. Le rouge, c'est ma couleur en tant que triathlète, coureur et tout. Et je me dis, putain, c'est génial. Qu'est-ce que je fais? J'ai 10 minutes entre un call et un autre. Je mets ma tenue rouge, je mets ma casquette rouge, je me mets devant mon placard. Je fais une vidéo de 20 secondes, je la poste sur Instagram. Et je dis, bah voilà, j'ai essayé de faire l'étape du Tour avec mécénat chirurgie cardiaque. Il faut que je lève 1 000 €. Voilà le lien pour faire des dons. Cliquez. Et basta. Et en fait, moi, c'est comme ça que j'aime faire les choses. T'as eu les 1000 balles? Quoi? Et t'as eu les 1000 balles ou pas? Écoute, non, j'ai eu plus de likes que d'argent. Je vais être honnête, je suis assez déçu. Je pensais faire mieux et Je pensais avoir moins de radins dans tes amis. je sais c'est- pas. Moi, c'est pas le mot. j'ai donné beaucoup pour des associations dans le cadre de gens qui faisaient des cagnottes. J'ai toujours trouvé ça sympa de filer 20 balles ou 30 balles ou 50 balles. En plus, je sais plus comment tu défiscalises, mais un tiers, un truc comme ça. Ouais, bon, après, quand tu mets des sommes comme ça, Oui, mais tu Ça vois, vaut pas- quelqu'un qui est à 5 ou 10 balles près, qui met 20 balles, il va défiscaliser 15, ça lui aura coûté 5. Ouais, c'est un peu chiant, faut que tu mettes sur ta fiche d'impôt et tout, machin, mais putain, t'as fait une... Moi, je sais pas, je trouve que tu te non, en sens fait, bien. c'est surtout, en fait, avant, moi, j'avoue que je le faisais pas. Parce que, en fait, c'était chiant parce que je dis, putain, il faut que j'aille chercher ma carte bleue. Donc, t'as compris le truc de la casquette. Ah, maintenant, Ça, t'as c'était trop PayPal, franchement. Et maintenant, avec Apple Pay, en 2 clics, tu le Oui, fais. quoi. Apple Pay, PayPal, mais tu vois, j'ai récolté que 170 sur les 1000. Ah, va falloir que tu mettes la diff. Je la mettrai la diff, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais je serais heureux que les gens participent. Je pense que c'est bien. Ouais, complètement. Ouais. Donc, ok, en plus, pareil, on a un peu divagué là-dessus. On était en train de parler, de Human Machine, Ouais. du bouquin. C'est ça, donc toi, de base, en fait, je pense qu'encore une fois, comme moi, tu as été en fait obligé de t'intéresser à ces sujets d'organisation pour pallier à ce manque de structure et à ce bordélisme ambiant. Oui, mais après de manière un peu déstructurée, parce que les gens me disent toujours est-ce que tu as lu ce bouquin ou est-ce que tu as allé écouter ce podcast? Alors je suis quand même le pire, je suis quand même un con parce que des podcasts j'en ai fait quelques-uns, mais j'en écoute jamais. Ok. Et les bouquins, j'ai lu de temps en temps par période beaucoup de bouquins, mais en vrai je lis pas quoi. Ouais, moi, pareil. Je crois que j'ai lu, je sais pas, c'est 0 ou 1 livre en 2013, tu vois, en 2023, tu vois.
Bravo, moi j'en ai pas lu en 2023. Non, mais je crois que c'est 0, hein, donc ouais. tu vois, je voudrais même pas Mais dire 1, 2022, quoi. je sais que c'est 0 et 2021, je sais que c'est 0 par exemple. Ouais, moi c'est assez chaud. Pareil, alors, soit je prends pas le temps, clairement je prends pas le temps, mais en fait je sais même pas, ça se trouve j'en ai pas envie en fait, donc en fait je vais même pas me flageller parce que je ne lis pas en fait, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu vois, sur la partie organisation, la manière dont j'ai géré ma vie pro, perso, etc., je me suis pas dit, tiens, je vais lire un bouquin, m'en inspirer et puis mettre ça dans ma vie. J'ai fait que des choix de bon sens, pragmatiques, en fonction de ce qui était devant moi et ce que je pensais être cohérent, quoi. Ouais. Et puis Non, non, voilà. mais écoute, et toi du coup, qu'est-ce qui fait donc tu t'intéresses à ce sujet, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis, tiens, je vais écrire un bouquin pour en parler? Alors, c'est un peu particulier. En fait, chez The Family, ils m'avaient demandé de faire un workshop pour. Je sais plus pour qui. Et je m'étais dit, tiens, je vais leur faire un workshop sur ma méthode d'organisation, parce que j'avais commencé à m'organiser chez Kima. Et en arrivant, je me dis, ah, quel titre je vais donner, quel titre C'est je vais juste après donner. ton départ de ETF du coup. Ouais. Ouais. J'ai continué à bosser avec eux pendant 2 ans dans leur bureau. Et donc, souvent, je filais un coup de main, quoi. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais appeler ça Human Machine. Et puis en plus, il y avait un truc, c'est que moi, mes copains, je sais pas, en fait, il y a plein de gens qui m'appelaient la machine. Alors, donc, du coup, ça revenait, donc Human Machine, voilà. Donc, je fais ça. Et ça m'a titillé, c'est resté, tu vois, dans un coin de ma tête. Et à un moment donné, je me suis dit, putain, il faut que j'en fasse quelque chose, faut que j'en fasse quelque chose. Au début, j'ai voulu faire une présentation, et puis ça marchait pas. Et puis j'ai eu envie d'écrire un bouquin. Alors j'ai pris un billet d'avion, je suis parti à Los Angeles 5 semaines, j'ai fait moitié de la journée boulot, moitié de la journée bouquin, et j'ai fait ça non-stop, 7 jours sur 7 pendant 5 semaines. T'avais déjà le blog? Enfin, t'écrivais déjà régulièrement sur ton blog? J'ai commencé à écrire en fait en août 2013 je crois, donc il y a maintenant 10 ans. Euh, et le bouquin, je l'ai écrit 5 ans après. Et ce qui a été difficile, c'est que les premiers jours, j'ai essayé d'écrire en français, que j'ai pas réussi, parce que mon blog est en anglais. Et en fait, j'ai écrit le bouquin en anglais. Ensuite, il a fallu que je fasse traduire en français. Il a fallu que je reprenne la traduction française. Ça a été très pénible comme expérience. À refaire, je ne l'aurais pas refait. Je suis fier de l'avoir fait parce que je trouve que c'est un bel accomplissement d'avoir écrit un bouquin. En fait, tu vois, Il c'est s'en marrant. vend encore? Ah ouais, j'en ai vendu plus de 10 000. Hein, donc, Ça, c'est beau, hein? ouais, il s'en vend. Alors, tu gagnes rien. Hein, Ouais, c'est pas fait pour ça, un bouquin, de toute façon. Non, Enfin, non, à notre niveau, en tout cas. Mais je suis content de l'avoir fait, d'être allé au bout. Et ça a été dur. Et je le referai pas. Ok. Mais c'est-à-dire que là, tu continues, par exemple, 2023. À un moment donné, c'est quoi? T'étais avec un éditeur ou tu l'as auto-édité? Je l'ai auto-édité. Et c'est quoi, en fait? T'as pris un stock et tu l'as envoyé à Amazon, à tout ça? Ou comment ça se passe? C'est un mec avec qui je bosse qui s'appelle David Stud, avec une boîte qui s'appelle Storylab, qui m'a aidé à l'auto-éditer. C'est eux Ok. qui gèrent ça. C'est-à-dire que comment... Il m'a Ouais. aidé à l'écrire aussi. Enfin, il m'a aidé sur toutes les parties traduction de l'anglais, réorganisation du contenu, et il m'a forcé à refaire la relecture. Et travailler comme ça avec un mec comme ça ou avec une agence comme ça, je sais pas s'il est tout seul ou ou il a toute une agence. C'est quoi en fait? C'est quoi un peu le modèle? C'est qu'en fait il t'aide, après c'est lui qui gère tout et c'est un partage de la marge. Tu as en le fait, choix. Soit c'est un prestat, donc tu le payes purement et simplement. Ouais, Voilà. Soit tu fais un mix prestat et commission sur vente. ok. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, toi il était pas cher, je crois qu'il était genre à 7 euros, un truc comme ça, non? Non, il était cher quand même, il était à 15 balles, je crois. Ok, ouais. Ouais. Et là-dessus, toi tu récupères combien? Genre 3-4 Si balles? c'est même pas, si c'est 1 euro, c'est peut-être 1 euro, je sais pas. Enfin, Ok. rien. Bah voilà, tu devrais donner ça à mécénat chirurgie cardiaque du coup. Ouais, de toute manière, je vais leur donner. Et puis, surtout, ce que j'aime bien avec les associations, c'est le faire en système d'abonnement. Donc, tu sais, tous les mois, donc je fais ça avec l'UNICEF. Comme je ça, fais c'est avec plein de transparent. trucs. Ouais, puis il y a un côté, tu vois, c'est facile de s'engager une fois, mais à chaque fois que tu t'engages, en plus, tu vois, tu fais ça, tu mets ça maintenant sur Revolut, par exemple. Et donc, tu vois la notif quand tu as le prélèvement. Et en fait, c'est assez agréable. Tu te dis, ah, c'est vrai que j'ai ce prélèvement automatique, tu vois, qui part tous les mois pour une asso. Et moi, j'aime bien. Voilà. Écoute, chacun s'achète une bonne conscience comme il peut. Ouais. Et Voilà. toi, du coup, sur cette année-là, 2024, je sais pas, tu vois, j'allais dire tes OKR ou tes objectifs, bon, on appelle ça comme on veut. Mais toi, c'est quoi dans les grandes lignes, c'est quoi tes gros objectifs de l'année, que ce soit perso, pro? 2023, j'ai essayé de me faire mal en changeant beaucoup de choses dans la manière dont je fonctionne, en me rendant compte que j'allais trop loin et donc que ça pouvait me rendre malheureux ou mal à l'aise. Et donc 2024, c'est une année où je me recentre sur, tu vois, L'assise mort? l'assise moi, puis qui je suis profondément. En fait, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, il y a des choses que je ne veux pas faire, il y a des choses que je ne sais pas faire.
et je vais pas me battre contre ça. Ouais. Tu vois, il y a d'autres choses qui sont des bonnes batailles, ça c'est pas des bonnes batailles. Donc ouais, plus voilà. Et puis 2023, tu vois, c'est le pic du bear market où tout le monde fait la gueule et c'est la fin du monde. Et en fait, moi, je suis optimiste de nature. Et en fait, c'est ça qui me drive au quotidien. Et je veux rester optimiste et je vais rester optimiste. Il n'y a personne qui m'empêchera d'être optimiste, quel que soit l'état du monde ou mon état perso ou des autres, quoi. En fait, moi, j'aime l'optimisme. Ça me fait chier de me plaindre. J'ai pas envie de me plaindre. Je suis très heureux. J'ai beaucoup de chance. Je suis en pleine santé. J'ai mes 4 membres. Je suis né dans un pays développé avec des parents fauchés, mais pas à la rue. Enfin, tu vois, genre, faut arrêter, quoi. Donc moi, je choisis d'y croire, tu vois. Je choisis d'être optimiste. 2024, pour moi, c'est une année d'optimisme incroyable. Ouais, j'avoue, je suis assez d'accord avec toi. On va parler de 2024. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Même j'ai kiffé moi 2023. Mais je sens que 2024, ça va être vraiment trop, encore plus cool. Je vais te poser une dernière question parce que je vois que l'heure tourne et on arrive à la fin du temps imparti. Je vais te poser une question que je pose maintenant à chaque invité. Si tu devais me mettre en relation avec quelqu'un ou quelqu'une, que ce soit un ou une entrepreneur, un ou une artiste, ou sportif, sportive, qui puisse s'asseoir dans ce fauteuil et être un prochain invité, ou une prochaine invitée, ce serait qui? Je pense que les 2 personnes qui me sont venues en tête immédiatement, c'est Rachel Delacour de Sweep. Qui est dans ma liste à contacter, en effet. Ouais. Pour son engagement, pour ce qu'elle fait, parce que c'est une nana, une entrepreneur top. Je l'ai entendu l'autre jour chez Exa. Elle était en mode avec ses podcasts avec Thibaut. Génial. Et en effet, franchement, alors je connaissais Sweep, je connaissais son visage, je l'avais jamais entendu parler. Et en effet, elle m'a mis une claquasse, quoi. Ouais, elle m'inspire beaucoup, 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 beaucoup. Et je suis très heureux qu'on soit associé avec elle. Et évidemment, la deuxième, c'est Anto, dont je t'ai parlé avant. Et peut-être d'ailleurs, pour changer, son associé Rafi. Okay. Je parle souvent d'Anto parce que c'est avec elle qu'on échange le plus et qui nous sollicite. Mais j'ai beaucoup d'affection pour son associé Rafi aussi. Bah écoute, franchement. Peut-être en duo, tu sais quoi. Franchement, avec grand plaisir. J'ai jamais encore fait. J'ai encore jamais fait à 3, tu vois. Ouais. Ce serait l'occasion de tester. Mais en effet, ça pourrait être vraiment cool. Ouais. Faudrait juste rajouter un petit fauteuil. Ça se fait très bien, je pense. Écoute, en tout cas, merci beaucoup, Jean. Avec pour plaisir, ton temps. merci à toi. C'était vraiment très cool. Merci aux auditeurs, aux auditrices qui ont écouté jusqu'au bout. Évidemment, mettez 5 étoiles, ça nous aide énormément. C'est mieux, c'est plus sympa. C'est plus cool. Et ça coûte rien, c'est gratos. Et ça prend une seconde. Hein. C'est comme cette putain de casquette qui est au fond du. Ouais, ça prend une seconde, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que pour ceux qui t'écoutent en courant et qui ont le truc zippé derrière, c'est un peu le bordel. C'est un peu galère. Et ceux qui m'écoutent dans la voiture, attendez d'être à un feu rouge. Oui. Et ceux qui écoutent sur YouTube, bah là, vous mettez juste, je sais pas si on dit un pouce en l'air, un pouce bleu ou quoi. Mais en tout cas, mettez un truc positif. Faut que ça monte. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Jean. Merci. Et puis, à bientôt dans le podcast.